Bonjour à tous, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de commencer un petit peu à faire de l'électromagnétisme. L'objectif de cette première vidéo, c'est d'appliquer, en fait, de voir la méthodologie d'application du théorème de Gauss qui, je vous rappelle, sert à calculer le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge. Donc la méthode, elle se compose en 4 ou 5 étapes. Bon, la première étape, c'est de choisir correctement le système de coordonnées qu'on va utiliser. Donc, coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques. Ensuite, on va essayer de déterminer la direction du champ électrique avec les plans de symétrie et d'antisymétrie de la distribution de charge, en vous rappelant la propriété que le champ électrique est inclus dans les plans de symétrie, mais est orthogonal au plan d'antisymétrie. On déterminera ensuite les variables dont le champ électrique dépend avec les invariances de la distribution de charge. On choisira ensuite la surface de Gauss sur laquelle on va appliquer le théorème. Je vous rappelle que cette surface doit être fermée et tel que E scalaire ds soit facile à calculer, ds étant le vecteur normal à la surface en tout point. Et puis on appliquera ensuite le théorème de Gauss qui vous donne la double intégrale sur cette surface de Gauss fermée de E scalaire ds qui sera égale à Q1 sur epsilon 0, Q1 étant la charge intérieure au volume qui est délimitée par la surface de Gauss. Et pour calculer Q1, on distinguera si on a une densité volumique, surfacique ou linéique de charge. Donc ce qui nous donnera soit une triple intégrale de ρ des taux, double intégrale de sigma ds, intégrale somme de lambda dl, donc ρ étant la densité volumique de charge, sigma la densité surfacique et lambda la densité linéique. Alors je vous propose d'appliquer tout de suite la méthode sur un exemple classique, qui est le champ électrostatique qui est créé par un cylindre qui est chargé en volume, donc avec une densité volumique de charge que je note ρ0 qui est constante. Donc on prend la première hypothèse que le cylindre est infini selon z. Donc déjà la première étape, le choix du système de coordonnées adapté, bon, c'est assez évident. On a un système cylindrique, donc on va se placer dans les coordonnées cylindriques. C'est-à-dire R, θ, Z, où R du coup c'est la distance du point M à l'axe, θ c'est l'angle que j'ai repéré ici par rapport à la direction OX, et Z ça correspondra à l'altitude. Donc à cette étape-là, le champ électrique, de façon générale, peut s'écrire, je l'écris sous forme de vecteur colonne, pas EX, ER qui dépend de R, θ, Z, Eθ qui dépend de R, θ et Z, et EZ qui dépend de R, θ et Z, ok. Où le petit indice après le E vous donne la direction, donc soit selon UR, soit selon Uθ, soit selon UZ. Alors première étape, on va chercher dans quelle direction privilégier est le champ électrique, c'est-à-dire est-ce qu'il est selon UR, Uθ ou UZ. Donc on va chercher ce qu'on appelle les plans de symétrie de la distribution de charge. Donc on va chercher des plans pi, alors que je note pi plus parce que ce sont des plans de symétrie. Donc si je considère par exemple le plan M, UR, UZ, c'est le plan en fait qui vient couper le cylindre, hop, que je peux dessiner en pointillé ici par exemple, c'est ce plan-là, qui coupe le cylindre en deux. Donc c'est un plan de symétrie. Je peux considérer aussi le plan pi2+, donc forcément, les plans de symétrie doivent contenir M, puisque je cherche le champ électrique en M. Donc si je considère le plan M, UR, Uθ, en fait c'est le plan qui vient couper le cylindre en deux, c'est le plan horizontal, quoi. C'est également un plan de symétrie, parce que j'ai considéré que le cylindre était infini, qui est l'hypothèse de l'énoncé. Donc ce sont des plans de symétrie de la distribution de charge. En conclusion, le champ électrostatique appartient à ces deux plans en même temps. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va venir chercher le vecteur commun aux deux plans. Et donc on en déduit que le champ électrique est selon UR. Et donc en fait, ça me permet de simplifier ces deux termes-là, Eθ et EZ, dans la définition générale du champ électrique. Deuxième étape, on va regarder les invariances de la distribution de charge. Alors il faut être précis sur le vocabulaire. Ici, on a par exemple une invariance de la distribution de charge
par rotation d'angle θ autour de UZ, autour de OZ. C'est-à-dire que globalement, tant que vous êtes à rayon constant, quel que soit l'endroit, quel que soit l'angle θ où vous trouvez autour du cylindre, vous voyez entre guillemets la même distribution de charge. Et donc se dire que le champ électrique sera le même, en tout cas en norme. Et donc on en déduit que la norme du champ électrique ne dépend pas de θ. De même, puisqu'on considère le cylindre infini, quelle que soit l'altitude à laquelle vous vous placez, si vous êtes à rayon constant, vous voyez la même distribution de charge. Donc on a invariance de la distribution de charge par translation selon UZ. Conclusion. La norme du champ électrique ne dépend pas de Z. Et donc en fait ça me permet d'éliminer θ et Z, ok, dans chaque composante. Donc on en déduit à la fin que le champ électrique pour un point M quelconque de l'espace sera selon UR et ne dépendra que de R. Ce qui va nous simplifier drastiquement le calcul, d'avoir permis de déterminer que le champ électrique ne dépend que d'une variable et n'est donc que dans une seule direction. On passe à l'étape 3 de la méthode. Il faut choisir la surface de Gauss. Puisque mon champ électrique est selon UR, globalement, il faut que votre surface de Gauss soit telle que le champ électrique il soit orthogonal, soit normal. Et donc, pour prendre une surface fermée, alors je vais juste remonter sur le dessin, globalement, la bonne idée, c'est de choisir en fait un cylindre de rayon petit r, puisque le cylindre doit contenir M. Ok, alors je peux essayer de le dessiner, donc je ne peux pas sélectionner les couleurs, tant pis. Donc en fait, votre surface de Gauss, non, je peux pas. Donc votre surface de Gauss, ça va correspondre à un cylindre, ouais, bon, je ne vais pas le dessiner, tant pis, un cylindre de rayon R, donc avec M qui est un des côtés, et donc de longueur L quelconque. Donc ça va être un cylindre centré sur OZ. De rayon R. Et de hauteur, que je peux noter H par exemple. Ok ? Étape 4, on applique le théorème. Donc, double intégrale sur la surface de Gauss qui est fermée, de E scalaire ds, qui va être égal à Q1 sur epsilon 0. Alors je vais commencer par calculer la double intégrale de E scalaire ds sur la surface de Gauss. Alors la surface de Gauss, je peux la décomposer. Vu que c'est un cylindre, j'ai d'un côté la base inférieure, la base supérieure, et la paroi latérale. Donc ça va me donner la double intégrale de la base inférieure, de E, qui je vous rappelle ne dépend que de R et est selon UR, scalaire, du coup, le ds quand je suis sur la base inférieure, donc si je dessine mon cylindre de Gauss, donc quand je suis sur la base inférieure, le ds il est comme ça, donc il est selon moins UZ. Donc ça fait un moins ds UZ. Plus, du coup, la même chose sur la base supérieure. Je vais avoir du ER de R, UR, scalaire, plus ds UZ. Donc ça, c'est le ds quand je suis sur la base supérieure. Et puis il me reste toute la paroi latérale, toute la surface latérale. Donc je vais avoir ER de R, UR, scalaire, ds UR, quand je suis sur le latéral.
Donc ici, le produit scalaire, UR scalaire UZ, ça fait 0. UR scalaire UZ, ça fait 0. Donc il me reste que cette partie-là à calculer. Et donc le ds que je considère, c'est un rayon constant. Donc c'est le ds en coordonnées cylindriques qui est selon UR. Donc ça vous donne du R dθ dz. Ok, donc j'intègre θ entre 0 et 2π. Donc ce qui vous donne E scalaire ds, ce sera égal à... Alors, E ne dépendant que de R, je peux le sortir. J'ai un R qui sort aussi. Puis j'intègre pour θ compris entre 0 et 2π. Puis Z compris entre 0 et H de dθ dz. Ce qui vous donne E fois R fois 2π fois H. Et je retrouve ici le 2π R fois H. En fait, la surface latérale du cylindre, périmètre, 2π R fois hauteur, H. Deuxième étape, calcul de la charge intérieure. Donc la charge intérieure, je vous rappelle, c'est la triple intégrale de ρ0 des taux. Avec du coup des taux en coordonnées cylindriques qui vous fait du dr, r dθ, dz. Cependant, alors c'est pas un ρ0 encore ici, excusez-moi, c'est un ρ. Cependant, il faut faire attention parce que selon si votre point M est placé à l'intérieur ou à l'extérieur du cylindre, on ne va pas englober la même chose. Si le point M il est à l'intérieur du cylindre, globalement la surface de Gauss n'englobe que des charges. Si votre point M est à l'extérieur du cylindre, votre surface de Gauss va englober des charges jusqu'au rayon grand R, puis après du vide. Donc il faut faire attention à ça. Et donc on fait ce qu'on appelle une disjonction de cas. Le cas le plus simple, effectivement, c'est si R est plus petit que R, que grand R, le rayon de votre cylindre, qui est chargé. Current, du coup, alors on va mettre les bandes d'intégration. On va avoir du ρ0 fois dr', R', dθ, dz, avec R' qui varie entre 0 et R, θ entre 0 et 2π, et Z entre 0 et H. Ce qui vous fait ρ0 fois pi r carré fois H. Où je retrouve ici pi r carré fois H, en fait, c'est le volume de votre cylindre de Gauss, qui est, du coup, contient la densité volumique de charge ρ0 fois le volume. Maintenant, si R est supérieur à grand R, la charge intérieure, en fait, je vais avoir la même chose ici, sauf que je vais avoir l'intégrale de θ entre 0 et 2π, pas de souci, l'intégrale entre z égale 0 et h, et puis le dθ dz, je peux les laisser. Sauf qu'en fait, maintenant, je n'intègre pas ρ0 r' dr' entre 0 et r, puisque j'intègre une partie de vide. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que entre r' égale 0 et grand R, j'intègre bien ρ0 r' dr. Et puis après, entre grand R et petit r, j'intègre 0 fois r' dr', puisque je n'ai pas de charge. Okay, donc évidemment, ce terme-là disparaît. Ce qui vous donne, si je fais le calcul, ρ0 fois pi grand R carré fois H. Voilà pour la disjonction de cas ici. Voilà, simplement être conscient que comme la surface de Gauss a un rayon plus grand que le cylindre qui est chargé, j'englobe aussi une partie de vide et pas uniquement des charges. J'ai plus qu'à appliquer correctement le théorème. Donc, ça me donne, dans le premier cas, donc pour R inférieur à R, ça me donne donc, j'avais la double intégrale de EDS que j'ai ici, donc 2π R fois H fois E, qui va être égal à Q1 sur epsilon 0, donc ρ0 fois pi r carré fois H sur epsilon 0 fois c'est un H ici. Donc normalement, les pi et les H se simplifient. Je vais avoir le R qui va se simplifier avec le R carré, ce qui me donne E, qui va être égal à ρ0 R sur
de epsilon 0. Voici pour le premier cas. Ensuite, si R est supérieur à grand R, ça nous donne 2pi RH fois E, qui va être égal à ρ0 pi grand R carré fois H sur epsilon 0. Donc pi et H se simplifie à nouveau. Et ça vous donne ce coup-ci E, qui serait égal à ρ0 grand R carré sur 2 epsilon 0 petit r. Okay, donc on obtient deux formules différentes. On peut s'amuser à tracer, pour finir, la variation du champ électrique en fonction du rayon, avec du coup quelque chose qui se passe en grand R. Alors on constate qu'en grand R, on a la même formule pour les deux, on a une continuité du champ électrique dans ce cas particulier, hein, pour la densité volumique de charge. Donc pour R est plus petit, on a une fonction affine, hop, de pente ρ0 sur 2 epsilon 0, ce qui nous fait aboutir à ρ0r sur 2 epsilon 0. Et puis après, pour la deuxième partie, on a une décroissance en 1 sur R. Okay. Donc voici la méthode pour appliquer le théorème de Gauss. Vous pouvez l'appliquer ensuite sur n'importe quel type de système, que ce soit un cylindre, une sphère, un plan, ce que vous voulez, chargé en surface, en volume. À partir du moment où vous avez compris la méthode, vous devez être capable de l'appliquer sur n'importe quel type d'exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention.